Bonjour tout Est-ce le que monde. quelqu'un m'entend? Oui, Bonjour, bonjour. bien. Bonjour, salut Daki. Bonjour. On entend tout le monde, donc tout est bien, tout est bien. Voilà, bah écoutez, on est tous ensemble pour ce dernier jour de 2022. Déjà. Voilà. Et Heureusement. voilà, c'est l'émotion. Ah bah, foot. On est- Cette émotion. Donc 31 décembre de 2022, on est tous ensemble pour, on espère, une petite heure, un peu moins. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc une petite vidéo sur le pouce, hein, le pouce levé évidemment. Et aujourd'hui, on s'était dit que ça pourrait être sympa de partager avec tout le monde ce qu'on a fait en cette année 2022 pour voir qui a été le plus productif ou non, mais tout est relatif, hein, parce que bon, c'est pas parce qu'on ne termine pas une maquette qu'on travaille pas dessus. Certes. Et puis bon, en plus moi je suis alors, il y en a beaucoup à montrer, on va pas tenir en une heure. Et puis bon, moi je suis un vilain pavot parce que j'ai surtout présenté des joujoux cette année sur ma chaîne, mais je me rends compte que j'ai oublié de mettre des images aussi de ce que j'ai fait autour de Warhammer, qui reste quand même une collection de belles figurines plastiques. Voilà, donc écoutez, déjà, je pense qu'on peut dire que l'année 2022 a été riche en péripéties et en nouveautés. À tous les niveaux, hein, que ce soit sur des kits officiels, des kits non officiels, des kits bricolés, des kits anciens qui viennent d'un 20e siècle qui d'un 20e siècle qui apparemment se disait bon, ils auront bien quelques années pour terminer une maquette, hein, voilà. Et puis Ou déjà des mecs qui vont l'acheter pour pouvoir la faire. C'est ça. Voilà. Et puis, des projets qui se sont terminés. Je pense notamment à l'ami de Ikim qui a pu terminer quand même quelques projets, j'imagine, quand même, un petit peu. Hein, c'est pas cette année que tu as terminé la... Y'avait pas un Goldo? C'était l'année dernière. Tu as terminé différentes choses. Tu as Video Girl Eye. J'ai eu 3 ou 4 kits aujourd'hui, cette année, c'est tout. C'est toujours déjà plus bien, hein. que d'autres. Hein. Vu c'est ce plein que tu d'autres, fournis dessus, 3-4, c'est déjà pas mal, cher ami. Je te rappelle que tu resculptes, tu fais pas mal de choses. Hein. Oui, bah, c'est-à-dire que Doikim, lui, ce qu'il fait, le kit, c'est qu'il le refait en entier. Donc forcément, ça prend plus de temps. Non, mais moi, c'était pareil. amical, hein, je me moquais pas de lui, hein, c'était vraiment amical. Moi non plus, c'est quand même je suis quand même admiratif de ce qu'il arrive à faire, parce que moi, j'aurais pas la patience. Bah, pourtant, tu as la patience quand même de reprendre des kits et des jouets. Quoi. Le Wingman est pas pourri cette année. Le kit bien pourri que j'ai eu cette année, c'était le Wingman. Oui. Bonne surprise. Ça a été le gros truc bien pourri. Et les pièces qui s'adaptaient très mal, même si on n'avait pas beaucoup. Énormément de micro-bulles en surface. C'était le gros truc. Ouais. Un bon gros challenge, et pourtant c'était un kit original, faut quand même le préciser. Ouais, de chez Bandai. De chez Bandai, donc ça explique beaucoup de choses, donc je suis méchant. L'érection qui fait mal. Voilà, mais donc précisons-le, hein, c'est que la plupart du temps sur les garage kits, parce qu'il s'agit bel et bien d'un garage kit, même si c'est du Bandai, on est d'accord. La plupart du temps, quand les gens rencontrent des problèmes avec des garage kits, ce sont des recasts et pas les originaux. Il faut quand même bien être honnête là-dessus. La plupart du temps, en règle générale, le kit original, surtout japonais, normalement est impeccable. Voilà, tu parfois fais bien de le préciser, effectivement. En règle générale. En règle générale, oui. Moi, j'ai souvenir. Alors, en règle générale, les kits japonais sont souvent propres en garage kit. Oui. D'autres éditions de nos chers amis sculpteurs, j'en ai quelques-uns, Doikim en a aussi, sont quand même beaucoup moins propres. Ouais. Beaucoup plus de travail de préparation sur certains autres kits qui ne sont pas japonais. Ça dépend ensuite, franchement, maintenant de certains sculpteurs et certaines
pour avoir vu des kits récents plutôt d'origine chinoise ou hongkongaise, alors attention, pas des copies, hein, des originaux, mais ne venant pas du Japon, j'ai vu des kits étonnants, de qualité impressionnante, avec des pièces déjà préparées, des plans de joints retirés, ajustés, aimants posés, et avec une qualité d'assemblage immédiate avec quasiment aucun plan de joint. J'ai vu des trucs. Alors, ça se paye, hein. Attention, c'est de la qualité qui se paye. Mais Kim te dirait où est le fun? Je te rappelle, JR m'a déconvenu. Moi, je me rappelle d'un recast des figurines au 20e de Max Factory, qui était vraiment superbe. Et à côté de ça, j'avais pris les Eggplan avec les figurines résine de chez Hasegawa au 1/24e. Voilà, c'est ça, t'as bien résumé. C'était ignoble. C'était pas des flashs, c'était du moulage avec de la résine autour. Donc, original égale gage de qualité et garage kit égale moins bonne qualité, c'est pas une règle absolue. Ah, certainement pas, mais le fait est que, bon, moi, dans mon expérience, il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignaient de qualité un peu bœuf de garage kit qu'ils avaient obtenu sur le net, et il apparaissait très régulièrement qu'il s'agissait de recast thaïlandais ou chinois. Maintenant, remettons les choses dans le contexte. Beaucoup de gens disent voilà, c'est des kits japonais, etc. Rappelons que toutes les boîtes les plus connues depuis 30 ans qui disent faire ça au Japon ne le font pas au Japon. L'ont fait il y a bien des années, notamment à Hong Kong. Moi, j'étais en contact avec une boîte qui en fait faisait beaucoup de kits pour Kyodo. Et dont les sculpteurs faisaient d'ailleurs les modèles. Après, c'était moulé et recasté, lapsus révélateur, casté directement sur place. Et c'est même une aventure qui est clairement indiquée dans une EV que je conseille à tout le monde si personne ne l'a vu. Un des premiers dessins animés faits par le studio Gainax, le studio Gainax naissant, ceux qui ont fait Evangelion et Nadia. Ils avaient fait Otaku no Video, et ils présentaient clairement que les produits dérivés d'un jeune studio qui se lançait s'étaient fait non pas au Japon mais sur le continent, on comprend bien chez qui, et que les usines tournaient à plein régime là-bas sans problème, et pour un vil prix, comme je dis souvent. Voilà, donc faut pas croire, il y a des trucs qu'on estime japonais qui ne le sont pas en fait. La qualité n'est pas la spécificité des Japonais. Moi, je dirais que ce soit au Japon ou en Chine, ce qui fait la différence, c'est le contrôle qualité, tout simplement. Et que parfois... Pas compris, contrôle qualité. Non, pas compris. Qualité. Et le contrôle qualité, c'est quelque chose d'important. J'en discutais encore il y a 1 ou 2 jours avec Joël, qui a produit de superbes reproductions de Métro, le robot d'Il était dans l'espace. Et je lui demandais même s'il n'avait pas eu des trucs un peu pourris ou quoi, à me céder à vil prix ou quoi. Il m'a dit non, on a eu aucun problème, ça a été fait impeccable et aucune perte, tout va bien. Et il me dit ça prouve que le contrôle qualité était bon. Donc, il a passé beaucoup de temps à sélectionner l'usine de production pour justement obtenir ce résultat. Voilà, sur quelques centaines d'exemplaires, je ne sais plus si c'était 400 ou 500. 400 mais là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le nombre d'exemplaires tirés, parce que ce soit du Bandai, du Kyodo, du B-Club, j'en oublie, du Wave, du Kotobukiya ou même du Max Factory, ce qui fait la différence aussi, c'est le nombre d'exemplaires tirés. Et donc je sais pas du tout ce qu'il en était pour ce Wingman, si c'était un original et clairement vintage, donc qui datait de quoi, du milieu des années 80, c'est ça, Doikin? Ouais. Je sais plus. T'as la marque au moins? Bandai. C'était Bandai, en tout cas l'original c'était Bandai. Ouais. C'était pas réputé pour leur kit résine avant. Hein, Après ce que m'a dit Jérôme, il devrait dater de début 90. Ouais. 90, donc... C'est la résine qui est en cause, je pense. Beaucoup.
À l'époque, on avait encore des résines pas top. Ça a énormément évolué en chimie depuis. On a des résines vraiment top maintenant, très très fines et qui se font bien dans les moules. Mais de mémoire, autant en kit. Non, rien, continue, fais pas attention. Autant les kits pour Bandai, autant leurs kits plastiques, même si c'est une résine, attention, sont pas mal. Autant je me souviens bien que dans les années 90, Bandai résine, c'était pas top. C'était pas le meilleur département de Bandai, du moins en maquette. Moi, j'ai très peu de kits garage kit de Bandai. J'ai par contre des soft vinyles de Pat Labor qui étaient effectivement pas terribles, mais parce que c'était du soft vinyle et parce que c'était des modèles au 1/60e. Donc c'est une autre problématique, quoi. En tout cas, donc tu as eu beaucoup de problèmes avec ce kit de Wingman avec des bulles de partout. Tu as essayé plein de choses, y compris l'exorcisme, hein, j'imagine, peut-être pour évacuer les... Il y a quelques cadavres de poulet là, derrière l'atelier. Ouais, et t'as fini par faire quoi, du coup? Là où j'arrivais pas à boucher les micro-trous avec du putty dilué, ça a été carrément d'agrandir la zone des trous, en fait. J'y suis allé à la Dremel pour... quand j'avais une concentration de micro-trous, voilà, j'ai fait un trou beaucoup plus gros. Et j'ai fini par boucher avec de la pâte bicomposante pour arriver à finaliser ça, quoi, parce que si c'était ça, ou sinon Wingman aurait réellement volé. Ouais, d'autant que c'était une figurine pas très très grande, hein. Je crois que c'était quoi, du 1/20e, du 1/12e. Oui. Qu'elle faisait, une fois terminée, elle devait faire dans les 12 ou 13 cm de haut à tout casser. Ouais, un 12e. Ouais, un 12e, un 14e. Donc voilà, c'est pas aisé quand même de travailler sur des kits comme ça, et on peut effectivement être un petit peu déçu. Ouais. C'est marrant parce que sa boîte du Bandai, la présentation, c'est typique des garage kits de l'époque, quoi. Oh oui. Il y a le sticker Toei dessus. Hein. Ouais. Ça, de toute façon, c'est obligatoire. Ça devait être une série limitée vu le poitage. Oui. De toute façon, ça c'est aussi un grand classique chez Bandai. Mais avec les Gundam actuels, quand ils font des séries limitées, les boîtes sont en monochrome. Ouais. Et je pense qu'en fait, ça fait partie, j'allais dire, du cahier des charges, pour faire comprendre qu'il s'agit d'un modèle qui n'est pas tiré à des millions d'exemplaires, n'est-ce pas? Voilà. Ils faisaient pareil avec les Misklos. Dans un autre domaine. En fait, je crois qu'ils font pareil avec énormément de produits façon limitée maintenant. Il y en a 2 fois moins dans la boîte, tu payes 2 fois plus cher, et la boîte en plus est moins jolie. Enfin, c'est limité, quoi. C'est vraiment limité. Et voilà la notice. Ah, c'est la notice. Au moins l'original. Oh, oui, c'est clair. C'est joli. Elle mérite d'être encadrée, celle-là. Elle est vachement sympa. Ouais. Pour une fois. Et elle tient sur une seule page, JR. Il n'y a pas besoin d'avoir un bureau de ministre. Ah oui. Et derrière, ça change. Fallait faire les ailes. La taille des ailes. Ouais. Alors en principe, il fallait découper ça. Et puis voilà, ça te fait les ailes. Moi, je me suis amusé, entre guillemets, je les ai refait en carte plastique, quoi. Ouais, super. En prenant la taille. Très classe. Encore le plus simple. Dans les années 90, c'était pas forcément le cas, mais dans les années 80, les garage kits étaient souvent accompagnés de petits dessins rigolos. Il y avait pas mal de kits, pas forcément uniquement ceux qui le concernaient lui dans le design, mais Kenichi Sonoda avait signé quand même quelques petits SD sympathiques sur des notices. Et je dirais même que sur des kits plastiques, il y a pas mal de notices de Mospida. Je me rappelle qu'il y avait des petits personnages rigolos, moins souvent chez Macross. En Macross, j'ai jamais vu, mais sur les Mospida, alors c'était pas forcément des SD, mais la notice était présentée par les personnages de la série, ouais, j'ai vu ça. Voilà, donc ça c'était assez sympa. Du coup, à moins que tu aies autre chose à dire sur tes réalisations de l'année, Doikim? Non. J'ai fait 2 Goldorak. Voilà. Enfin, j'en ai refait un. Il y en a un qui était un. J'en ai commencé un gros qui était un pur recast pirate, une boîte hongkongaise bien connue avec des numéros dedans. Piac.
assez gros, assez sympa que j'ai fait. Comme j'étais assez content des couleurs utilisées, je me suis dit tiens, j'en ai un vieux que j'ai fait il y a un paquet d'années. Je peux faire avec ces couleurs là. Et du coup voilà, le vieux est parti au Glander et puis je l'ai repeint de la même technique que le gros. Ce qui est marrant dans celui-là, en fait, c'est que c'est deux échelles complètement différentes. Le premier que j'avais, je crois qu'il fait il y avait peut-être 15 cm de haut, alors que l'autre doit en plus de 20. Et pourtant, la tête, les têtes ont exactement la même taille. Les proportions du personnage, le recast que j'ai fait, il est bodybuildé avec des grosses morceaux d'armure. Là, il a une toute petite tête. C'est un style, ouais. C'est ça. Même en jouet. On a le même problème en Macross. Oui, on jouait pour du contre. Quand on prend du Soul of Shogokin ou pas, on a des têtes qui diffèrent, mais les corps qui restent les mêmes. Enfin, j'ai plusieurs modèles dans le genre et ça m'étonne même pas. Et le coup du Goldo bodybuildé, on en a vu pas mal en robot, même Gator. Revolvex, je crois qu'on avait fait un entièrement articulé avec une tête qui était toute petite. Je crois que je l'ai celui-là. Aussi, ouais. Tu prends la maquette Bandai au 1.72 de la Valkyrie transformable, donc la dernière itération pas terrible. La tête est plus grosse que celle du jouet au 1.60 et elle est même presque plus grosse que celle de la Valkyrie au 1.48. C'est... Bon, les proportions dessus sont un peu bizarres. Bon. De toute façon, vu que c'est tiré d'un dessin animé, on va dire que... Non, puis suivant les transformations, les proportions... C'est pour ça que je dis un peu bizarre et non pas fausse. Oui, non, c'est une interprétation. Un gars qui présente beaucoup de maquettes, il fait la réflexion souvent sur les kits Asegawa, comme quoi les bras des fighters ne sont pas réels par rapport aux versions Battloid. N'est-ce pas, Yvan? Tu dis ça, moi? Oui, tout le temps. Après, on reste en va pas falloir que je le dise, alors. C'est vrai, de toute manière, moi j'ai fait les Gearwalk, les Battloid et les Fighters, ne serait-ce que la partie qui fait la jambe. Tu compares les trois, ça n'a absolument rien à voir dans la forme et dans les proportions. Hein. Sinon, ça ressemblerait à rien. Oui, c'est ça qui est fou, c'est que c'est tout le contraire de ce qui était fait dans les années 80, à savoir que les vieux kits, notamment chez nos grands amis d'Harry, t'avais des proportions de fou sur les jambes et les bras, même les mains, les putains de mains. C'est des moignons énormes, là. Du coup, à Asegawa, on a l'impression qu'ils ont fait le pendant totalement différent. C'est quand même assez étonnant, mais ils sont bien rattrapés sur les Gearwalk qui utilisent quand même, comme pour les modèles d'Harry, des pièces à la fois du Fighter et du Battloid pour faire le Gearwalk. Ils adaptent un petit peu ça, ils ont quand même largement amélioré les choses. Mais il y avait quand même effectivement de gros soucis de proportions qui s'équilibraient d'elles-mêmes dans les versions jouets, en fait. Hein, pour moi, le meilleur jouet de la Valkyrie, le plus simple qui ait été fait, qui n'est pas forcément très élégant, mais au moins il est beau dans les trois modes, c'est celui de Takatoku. Bon vieux à 55e. Voilà, à 55e. Il est un peu bulky et tout, mais il est beau dans les trois modes, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour... là, c'est Ratatars qui pourra nous le dire, mais moi, je trouve que même que dans les trois modes, les versions Yamato, c'est pas ça. C'est peut-être un peu mieux pour les versions Arcadia, je sais pas. Bon, c'est... Voilà. Mais bon, c'est peut-être... On aura l'occasion d'en discuter en les mettant côte à côte, éventuellement. Eh ben, ça te fait une idée. Il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, tu connais le sujet de ta prochaine vidéo. Non, la prochaine, elle est déjà tournée depuis longtemps. La prochaine a tourné, peut-être. Ouais, mais ça, c'est en février maintenant, pas avant. Et février prochain. Seb, toi, tu as décidé de te faire mal. Ah oui, là, ça a été du masochisme. Hein. Vraiment, le kit qui m'a le plus marqué sur 2022, ça a été vraiment le Flapter de Tsukada Obi, je crois. Tsukasa. Tsukasa Obi. Là, tu m'avais prévenu, mais j'en ai fait qu'à ma tête. Tout le monde te prévient à chaque fois, mais
tu persistes. Et c'est ça Ah oui, qu'on mais aime chez toi aussi. Du coup, quand je fais un Légios, ça me paraît presque reposant. Hein, mais non, celui-là, oui, je me suis vraiment pris la tête. Là. 3 mois sur une maquette, c'est quelque chose que je fais très très rarement. Mais là, c'était, comme je le dis, hein, c'est vraiment la première fois que j'ai voulu prendre la maquette, la mettre dans la boîte, la ranger et ne plus y toucher. C'est vraiment la première fois que j'ai eu ce sentiment Ça fait toujours ça la première fois. Ouais. Oui, au bout de 6 ans. Mais ah ouais, non, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Des kits vintage où tu mets un peu de... Enfin, toi, te marre pas, hier, je te vois arriver. Quand je vais dire un peu de putis, tout de suite, tu vas te fendre la gueule. Ok, je peux comprendre. Mais là, il y avait vraiment J'ai rien pas de qui pot allait, assez quoi. gros derrière moi pour illustrer ton propos. Il y avait rien qui allait. Hein. Bon, d'un autre côté, la fierté d'avoir été au bout n'en est que plus grande. Faut quand même l'admettre. C'est ça. Je suis vraiment content d'y être allé au bout et d'avoir obtenu ce résultat, qui est sans doute encore améliorable. Mais tout à fait ça, Doikim. Mais par contre, ça a été quand je l'ai posé dans la vitrine à la fin, hein, parce que j'avais vraiment pas cette idée-là pendant que je la faisais. Hein. Là, tu t'es les pieds dans le tapis et bam. Alors là, ça aurait été... pour te dire la vérité, hier, j'ai vidé la vitrine pour passer et faire les poussières. J'y ai vraiment été mollo avec celle-là, parce qu'en plus, avec les ailes, elle est quand même assez grande. Mais non, toi, Benjamin, tu as suivi tous mes déboires sur le forum. Ouais. Et ça a été vraiment... Mais j'ai beaucoup appris. Du coup, de nos échecs, de nos prises de tête, on apprend. On va pas revenir sur les couleurs, hein, on va pas se fâcher. Mais, non, franchement, là, oui. Non, il y a 2 trucs vraiment qui m'ont marqué cette année. Alors, dans le bas de caisse, voilà, ce kit où je me suis vraiment pris la tête. Et puis, dans les bonnes surprises, la découverte de l'impression 3D, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est super. Pervers, parce que pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose, mais très sympa. Ouais. Bon, on va essayer de se faire l'avocat du diable. Le kit en question de la Piuta est un pur représentant des années 80. Les kits n'étaient pas toujours terribles, mais ils étaient pas chers. Voilà. C'est un peu... Je vais être méchant encore une fois, mais c'est un peu comme les kits LR. On pourrait leur reprocher beaucoup de choses, mais au moins le prix était sympa. Non, mais c'est vrai. Non, totalement. À l'époque, Yvan, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément... On parle bien des années 80. Oui, on est bien d'accord. Voilà, parce que... Ces kits-là ont pris la valeur et si on connaît pas ce qu'on achète, on est forcément déçu. Parce que quand on ouvre la boîte, ça fait peur. C'est le souci aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça a été repris, réédité, mais revisité par Bandai. Et donc, ils ont l'impression d'acheter la même boîte. Ouais. Parce qu'il y a eu différentes éditions avec parfois des boîtes vraiment magnifiques de Tsukuda Ogi. Les dernières étaient vraiment très chouettes. Je ne sais pas pourquoi, des boutiques en France avaient eu certainement un lot ou quoi, et c'était effectivement vendu pas cher, même en France. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû mettre ça dans un coin, que ce soit la Nausicaa sur l'espèce d'autruche, Nausicaa à côté de l'ONU, le flapteur de la... parle de tête. Ah, oui, Voilà. celui-là est beau aussi. Oui. Et tu vois, je l'ai trouvé. J'ai pas pris. Pardon. Et même la Nausicaa, alors vaccin. je sais pas forcément le prononcer correctement, mais son aile volante. Mev. Merci. Là, non, je l'ai pris en Bandai. J'avais le choix, j'ai pris en Bandai. Je crois que j'ai fait une comparaison, je sais plus, mais bon, de toute façon, c'est clair que si quelqu'un trouve ce genre de kit, vaut mieux prendre les Bandai, même si c'est plus cher, parce qu'en plus, c'est la qualité Bandai avec les grappes multicolores. Non, puis ils ont tout revu. Le montage n'est pas tout à fait le même. Les détails ont été remoulés. Il y a, moi, j'ai fait le comparatif avec des photos et les plans par rapport au kit que j'ai fait. Ça n'a rien à voir. Franchement, on peut pas dire pour moi, ils ont racheté les licences. Ils se sont inspirés du moulage d'origine, mais ils ont tout refait de A à Z. Parce que même les pièces, c'est pas les mêmes. Elles se montent pas du tout de la même manière. Le plastique n'est pas le même aussi. Oui, mais alors le plastique Bandai, moi je lui reproche autre chose. Alors, non, mais c'est sûr. Mais les personnages aussi. Ça n'a rien à voir. Voilà. Au moins les pieds et les mains, quand tu mets la main sur la manette, le pied touche le sol. Ce qui n'est pas le cas là. Ça doit se redresser normalement. Je te l'ai dit pourtant. Non, moi j'ai carrément refait à l'impression 3D.
C'est ce que je dis, tu te compliques la vie, mais ce sera une prochaine vidéo. Oui, c'est ça. On en reparlera entre nous, mais pour l'aile volante, des projets, parce que j'ai les deux, et je compte bien utiliser les deux de différentes manières, et s'il y a moyen éventuellement de modéliser un des personnages du film qui n'existe pas en maquette, ça m'arrangerait beaucoup, et pour les insectes, il y a peut-être quelque chose à faire, donc on en discutera. D'autres choses à part l'impression 3D, le flapper, Seb? Non, ça, après, j'ai eu quand même pas une année marquée par rapport au reste. Ah si, bon, le record, faire une maquette en 15 jours parce que je m'étais décidé à absolument vouloir faire le VF1J ou 1 centième pour les 40 ans de Macross. Je referai pas ce genre de choses. Faire une maquette sous pression, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Beaucoup d'alcooliques te diront l'inverse. Voilà. Mais par contre, très bonne surprise. Pour un kit vintage, j'ai été agréablement surpris. J'avais jamais fait de kit de cette gamme-là et en fait, ça se monte tout seul. C'est vraiment très agréable à faire. Pour du Harry, c'est effectivement un des rares kits que je trouve vraiment sympa. Je dirais pas ça souvent. Et même si les proportions sont pas les bonnes, c'est un kit qui est très agréable. Et il a juste un gros défaut, c'est qu'il a pas de pilote dans le cockpit et voilà, et que le cockpit est beaucoup trop, enfin la verrière est beaucoup trop épaisse. Oui, on voit rien à l'intérieur. C'est vraiment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pilote. Sans doute, mais bon, cela dit, bon, moi en tout cas c'était un de mes bons souvenirs de la fin des années 80 quand j'avais fait ma version du VF1A. Et je suis content que tu aies eu la même expérience, je veux dire, cette satisfaction par rapport à un kit marqué Harry dessus, où on est en train de se dire ah non. Avec des détails en creux celui-là, avec des détails en creux. C'est ça qui est fou, je sais pas, qu'est-ce qu'il leur a pris alors qu'ils ont fait l'armorette Valkyrie ou un 72 énorme où tous les détails qui devraient être en creux, absolument tous les détails qui devraient être en creux sont en plein. Il était en 1,72 l'armorette ? Ouais, c'est eux qui l'ont fait au 1,72. La 1 centième, c'est Imai. Ah d'accord. Imai, c'est autre chose. Voilà. C'est bon, il y a des trucs qui vont pas chez Imai, mais eux, au moins, ils confondent pas les creux et les pleins. Voilà. Tu as fait déjà une review sur la 1,72 ? Tu l'as ? Oui, c'est fait. C'est un de mes plus vieux kits Macross. Je lui avais rajouté le gunpod qui manquait et que j'avais prélevé sur un Garwalk ou un 72 du coup de la marque concurrente Imai. Ouais, je compte bien faire le Hasegawa cette année. Donc on pourra comparer. Moi aussi j'aimerais bien faire la Hasegawa et même les Regult, mais ça sera pour... on verra. On verra si le monde rétrécit de nouveau en termes d'envoi, de prix et tout, mais je crois que c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Après, il y a peut-être des chances. Tu nous as présenté une jolie vidéo avec des produits Hasegawa officiellement sur le territoire, donc on peut croiser les doigts. On va croiser les doigts et c'est ce que j'ai dit à mes amis d'Euromaquette, d'essayer de voir avec cet importateur officiel Hasegawa qui avait déjà fait des essais depuis l'année dernière autour des Arcadia donc d'Hasegawa, qui a continué à proposer, mais c'est tombé totalement inaperçu. Même moi, j'y ai pas pensé, mais c'est eux qui importaient aussi le peu de Mackinnon Krieger, je sais pas comment ça se prononce. Oui. SF3D Mackinnon Krieger, ouais. Voilà. C'était chez eux aussi, enfin c'est toujours chez eux aussi, mais là du coup il y en a vraiment des masses. Mais en plus de Macross, tu as du Crusher Joe, Dirty Pair, qu'on fera bientôt sur nos chaînes. Oui, Dirty Pair. Ouais, elles ont des sons, Je l'ai là. Puis il a mis JR aussi, le possède, je crois, celui-ci. Oui. Il est déjà filmé, c'est pour ça qu'il a dit sur nos chaînes. Voilà. Oui. Voilà, ça fait partie des kits. L'avantage en fait, c'est que Yvan, lui, va faire une vidéo complète en parlant de Dirty Pair. Moi, je dis voilà, c'est dans Dirty Pair et voilà, la maquette, c'est ça. C'est un gros avantage que je n'ai pas envie de développer pour l'instant sur des trucs. Il y a les deux personnages, je crois. Voilà. C'est ça. Ils sont en résine ? Non, c'est du plastique et ça m'a l'air d'être du plastique dur, mais j'ai pas encore enlevé du sachet. Oui, excusez-moi, la résine Hasegawa, j'ai eu 2 mauvaises expériences. Alors, On est d'accord, mais je l'ai acheté à quoi une 30aine d'euros à Euromaquette et franchement, moi. Là, franchement, c'est un bon prix. Parce que ça, c'est le design et le vaisseau aussi, c'est le design de la série de 1985. Oui.
Donc c'était pas n'importe quoi et c'est encore du Creator Works. Et, et franchement, pour connaître le prix direct au Japon, c'est un prix correct pour de l'importation officielle. Mais oui. Ouais. Et puis je devrais pas vous le montrer, mais Maddox m'a fait des cadeaux aussi. Mais là, je crois que c'est le Garfish 2. Ah oui. Speedar. Et parce que j'ai fait le Super Star Destroyer de Bandai en véhicule modèle. Il m'a passé des petits Star Destroyer à la même échelle. Oula. 11 fois plus petit, ouais. Ah ouais. Ouais. On voit rien du tout, mais bon, vous voyez un peu le. Voilà. Je parle souvent de rognure d'ongle, mais là, c'est une rognure d'ongle de rognure d'ongle. Là, ça va être rigolo de mettre ça à côté du Super Star Destroyer pour mettre les choses en perspective, littéralement. C'est joli, hein. Voilà. Donc, je suis assez content de mon petit passage, bien que rapide, à Euromaquette. Donc, ça fait partie des choses qu'on aimerait bien avoir et qu'on pourra peut-être avoir officiellement et régulièrement en France. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais Très bonne chose. On verra ce que nous réserve 2023 à ce niveau-là. Par qui on passe maintenant? L'ami Benjamin ou l'ami JR? Benjamin? Allez, Benjamin. On en a parlé plein de fois, mais... Alors moi, en fait, c'est assez simple. Alors cette année, déjà, j'ai travaillé que sur un seul kit. Tu parlais de travailler 4 mois sur un seul kit. Moi, ça fait 1 an. 1 an que je suis dessus. Je peux le montrer parce que j'ai l'image qui est dans un coin. Et hop, il est là. C'est le Blockhead Runner. Donc, au 166e. Ah bah voilà, mais on parle pas de la même chose non plus, Benjamin. Un kit hors norme dans plein de points parce qu'il fait donc 90 cm de long, détaillé de partout, intérieur, extérieur. Le fichier est totalement perso sur celui-là. Il a été créé donc à partir des différentes photos qu'on peut trouver de la maquette de tournage, avec quelques petites concessions parce qu'il y a plusieurs versions de la maquette. Elle a été améliorée et changée évidemment au cours des 3 films où elle a servi. Voilà, donc ça a été pour moi, c'est un grand challenge parce que il n'y a pas énormément de modifications. Je l'ai amélioré parce qu'il y avait des manques de détails à gauche, à droite, à l'intérieur. Il y avait quelques personnages, alors pour autant dire que là tu parlais de rognure d'ongles, hein, j'ai des personnages qui font pas 1 cm de haut, qui font 1 cm de haut, au 166e, le droïde. Suipio, j'en ai imprimé un, donc c'est aussi pareil que Seb, découverte et intégration de l'impression 3D dans mon process de travail. C'est aussi la grande découverte de cette année, parce qu'avant, c'est pas que j'étais contre, mais j'en voyais pas l'utilité, surtout en impression en par déposition, donc en PLA, vu que je savais faire ce qu'elle faisait avec d'autres matériaux, avec mes mains, et 2 fois plus rapide. Parce que quand il faut 24 heures d'impression pour un module de bloc, un bloc, on va dire... un cœur d'un vaisseau sur lequel on va mettre des détails, et je peux le faire en moins d'1 heure avec la scie à ruban qui est là, etc. Et j'arrive à le monter en bois et paf, c'est aussi bien. Je le recouvre de plastique et j'attaque. L'intérêt est moindre. Voilà. Par contre, l'impression résine m'a montré m'a vraiment intéressé sur l'ajout de détails vraiment microscopiques dont ces machines maintenant, les machines actuelles sont capables. C'est même incroyable. Tout en sachant que effectivement le travail vient en amont sur la préparation du fichier, sur le sens d'impression, sur plein de choses, où on la place par rapport au plateau, de la taille d'impression, parce que ça joue énormément sur la tension du film qui est en dessous, qui sépare de l'écran. Il y a plein de petites choses à intégrer. Et donc ça a été ma grande découverte vraiment de l'année 2022. Cette chose-là, on peut y passer des heures, c'est assez incroyable. Hein. Et je commence même à faire mes propres fichiers. Parce que donc pour lui, là, le Blockhead Runner dont je parle, il est là. On le voit là, un petit peu là. J'ai rajouté des pièces moi-même pour faire des supports de LED, pour faire quelques petits détails, quelques petites choses, des personnages donc qui vont être intégrés dedans. Voilà, donc ça c'est ma grande maquette de l'année. Sinon, dans tout ce qui est sorti, moi ce que je vois c'est qu'il y a pas mal de SF qui ressort. C'est plutôt cool, étant plutôt fan. Que ça soit chez AMT, enfin Round 2 en général, parce que maintenant ils ont les licences Star Wars, on espère qu'ils vont continuer à améliorer les kits et pas juste faire des ressorties des vieux trucs.
Bon, voilà, il y a des bonnes sorties, des mauvaises sorties, des bonnes surprises. Du Star Trek, on en a eu, et il y en a d'autres qui arrivent. C'est cool. Enfin, l'intérieur de la Galileo, hein, mais voilà. Ou un 35e, c'est pas les mêmes échelles. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et sinon, aussi à noter quand même, le fait que nos amis de Eagle Moss aient mis la clé sous la porte. En maquette, c'est petit, mais c'est quand même quelque chose où on pensait qu'il prenait beaucoup d'argent, qu'il se faisait une fortune sur le dos des consommateurs. Et quand même, une société comme ça, qui n'est pas la moindre, qui est anglaise, a mis la clé sous la porte. C'était plutôt fin 2021 que 2022, mais quand même, je pense que c'est à noter. À noter, c'est important, quoi. Des choses qui vendaient au numéro, on disait tous que ils se faisaient une fortune, que ça coûtait une blinde. Ils ont été en cessation de paiement quand même, mis à part ça, et ils sont vautrés, quoi. On attend la reprise, là. C'est un Français qui a repris apparemment une bonne partie des licences. On attend la suite. Ouais, d'autant que ça concerne aussi bien des trucs à monter pas à pas toutes les semaines ou tous les mois, selon les colis qu'on reçoit, mais c'est aussi pour moi, en tout cas, des miniatures en figurines, en vaisseau, sur plein de licences différentes, que ce soit du Alien, du Galactica, du Star Trek, et surtout du Star Trek. On n'a jamais eu autant de vaisseaux de Star Trek que par Eagle Moss. Les Fact Files, du coup, servaient à faire des bouquins aussi que j'en ai présenté sur ma chaîne avec Galaxy Quest, SOS Phantom, enfin... Voilà, c'est une grosse perte. Hein, ouais. Une grosse perte. Mais on peut, les ayants droit Star Trek, c'est Warner, si je me souviens bien. Paramount. Non, Paramount. On dit qu'ils aideraient les fans à ce que la transition se fasse bien et retrouver un repreneur au plus vite pour continuer à produire ces objets. Ils sont assez proches quand même de leurs fans, pour une fois, sur une licence. C'est plutôt pas mal parce qu'il y en a plein d'autres qui disent « Oh, c'est pas grave, on en trouvera un autre, on s'arrangera ». Eux, ils ont marqué le coup très vite en envoyant des courriers officiels disant qu'ils allaient tout faire pour qu'un repreneur puisse reprendre la licence et continuer la lignée de vaisseaux ou de Fact Files, comme tu disais, pour que ça soit continu. Alors, on attend encore, hein, ça fait 1 an quasiment qu'on attend. Ça se fait pas comme ça. Non, c'est très compliqué, surtout que ce qui a déjà été produit normalement doit être détruit pour refaire, même s'il y avait des stocks, à moins qu'ils trouvent un accord. Mais le copyright en dessous étant faux, ils sont obligés de changer, etc. C'est une question de droit, ça c'est beaucoup plus complexe qu'on peut imaginer. On attend. Ils ont envoyé des mails sympas disant que c'était en cours. Pour l'instant, on n'a rien, espérons pour 2023. Avec ce qu'ils ont lancé autour de Picard, Prodigy, Strange New Worlds, etc., on leur fait confiance. Il y a matière. Il ne reste pas beaucoup de temps. JR, à toi. Et puis après, je terminerai rapidement. Oui. Parce que t'as fait faire à fond, hein. On t'a vu. Ah non, mais j'ai rien fait en fait du tout cette année. Une petite année en fait quelque part, parce que j'étais parti pour faire des choses en plus. Accident de voiture en mars qui m'a un peu coupé les jambes, donc le temps de se remettre. Ça nous a retourné, oui. C'est pour ça. Retourné, oui. Surtout la voiture. Du coup, grosse pause en fait entre avril et août. Le temps de prioriser le boulot parce qu'il a fallu retrouver des clients pour pouvoir payer la nouvelle voiture. Hein, on va pas se mentir. Du coup, pendant ce temps-là, on fait pas des kits parce que le temps n'est pas extensible. On en a parlé un peu la dernière fois. Du coup, voilà, je n'ai produit entre guillemets que ça cette année. Je vais essayer de partager ça si ça le fait. Hop. Voilà. Donc deux, trois petits kits. Hein. Ouais, mais on la voyait mal parce qu'il y avait une grosse tête devant qui était la mienne. Donc essentiellement en fait du garage kit. Quasiment que de l'original. Gros petit truc marrant en fait, c'est les petits bustes d'Aurélien Dio, donc d'Space Factory qu'on voit. Donc l'ambassadeur martien et les Earthworm Jim. Donc j'ai pas pu m'en empêcher, j'en ai customisé un puisque lui normalement a fait la version du 2, donc avec la bestiole. Enfin voilà, j'ai amélioré mes capacités, si je puis dire, en peinture. J'ai fait un peu de reprise de vieux kits plastiques que j'avais montés tels quels, comme ceux d'Armored Core. Je me suis bien amusé à mettre la voix en fait dans le HAL 9000 aussi. Donc voilà, non, c'était
C'était un truc marrant à faire, ça m'a un peu occupé et je l'ai déjà présenté ces trucs-là en expo quand il m'arrive de faire des salons. Bon, j'en fais 2 à 3 par an en moyenne. Et c'est vrai que je vais continuer. En fait, j'ai préparé plein de kits, on en parlait tout à l'heure. L'an prochain, si j'arrive avec le boulot à avoir du temps, il va y avoir beaucoup de garage kits assez exclusifs qui vont normalement passer sur la table. Il y en a qui sont déjà prêts à peindre. Il y a juste quelques petits bullages encore à rattraper. On va parler notamment de la fameuse Jessica Rabbit de Deukim, puisque là il me reste juste quelques bulles à rattraper, mais voilà, elle est préparée, elle est quasiment intégralement poncée, donc voilà, Deukim se cache. On va parler des... Sur ta chaîne. Voilà. Ah bah voilà. Non, j'ai pas le buste parce que tu me l'as pas envoyé, ça va pas du tout. Roger. Le buste. C'est une version exclusive pour moi, c'est pas. Oui, je sais, tu l'as déjà dit, mais c'est pas drôle. Bon, là-bas, je suis pas buste, mais tu vois, j'en ai fait 3 cette année, donc ça, c'est le hasard aussi des trucs, mais voilà. Donc... dans la vie. C'est ça, c'est un buste dans la vie. Voilà. Ça, c'est pour enchaîner là-dessus maintenant. Bon, Deukim est mort. Alors. Donc, en fait, derrière moi, on voit pas, mais parce qu'il y a mon fond, effectivement. Mais ouais, pas mal de garage kit et finir des maquettes plastiques commencées depuis 8, 9, 10 ans. Genre les 1,72 Macross Plus, ce serait bien que je les finisse. La photo découpe est posée intégralement, il n'y a plus qu'à peindre. J'ai la cabine de peinture portable maintenant, donc ça va m'aider aussi. Il n'y a plus qu'à. Donc 3 coups de bombe, un camo improbable parce que je vais pas les faire en version d'origine. J'ai les jouets pour ça et puis voilà quoi. Bon, il nous reste que 9 minutes avant que l'ami Seb ne s'en aille. Oui, désolé. L'année 2002 pour moi ça a été surtout en fait beaucoup de kits de chez Warhammer en fait. Beaucoup d'éléments de décor et de figurines issues des collections Age of Sigmar et puis là dernièrement la nouvelle collection qui vient de sortir dans le commerce avec Imperium, donc Warhammer 40 000 et c'est vrai que je m'amuse comme un petit fou avec ces machins là, même si je ne joue pas encore une fois au jeu en question. Il y a quand même des éléments quand même assez sympas. Sinon, pour me calmer par rapport à tout ça, dernièrement, je me suis mis à reprendre les véhicules modèles de Star Wars avec le Y-Wing et le Faucon, histoire de montrer que c'est tout petit, mais c'est quand même d'une qualité incroyable, quoi, avec des détails de fou. Les kits Bandai de Star Wars sont quand même assez incroyables et les véhicules modèles n'ont qu'un seul défaut, c'est que ils mettent des autocollants pour des trucs aussi petits, et je trouve ça complètement ridicule. Tout petits. Demain, on aimerait bien plus grand. Voilà. Mais il est possible de reprendre tout ça à la peinture assez facilement, et je pense que je l'ai prouvé avec le Y-Wing que j'ai finalement terminé. Oh, c'est le véhicule modèle, ça? Non, vu que les mandibules sont pleines, ça doit être un tirage résine. Non, je pense que c'est le c'est un custom. C'est le kit de relevé modifié. Un Altaïa, ça. C'est un truc en métal, tu sais. Ah, l'Altaïa. Ah oui. Ok. Et je ne vais pas faire le Faucon Millennium. Oui. Bah oui. Je vais faire un YT 1300, mais ça Faucon Millennium. Voilà. Non. Hâte de voir ça alors, Deukim. Encore un truc à finir l'année prochaine. Voilà. mais maintenant, il a du temps. Oh. Tout est relatif. Parce que parfois être sans emploi, c'est un emploi à plein temps aussi. Alors je ne l'entendais pas comme ça. Ce n'était pas justement là-dessus. C'est que maintenant il a du temps parce qu'il va être beaucoup moins stressé par son travail. Il va en retrouver un. Je lui souhaite de tout cœur. Mais vu comment il était stressé par son travail, je pense que la production en a pris un coup aussi à cause de ça. Parce que quand t'as les nerfs, t'arrives sur un kit, c'est plus des trous que tu fais dans Wingman, c'est que t'exploses Wingman. Donc voilà. Ouais, c'est surtout que quand tu pars, tu pars du lundi au vendredi, tu pars pas avec tout ton matériel sous le bras pour aller faire de la peinture ou du ponçage ou de la sculpture dans une chambre d'hôtel minable. Ah bon? Eh ben écoute, je vais te dire que moi, quand je faisais ma tournée des chantiers en national, donc je partais du lundi au vendredi, j'emportais quelquefois des maquettes avec la trousse à outils avec moi, ouais.
Ah oui, je le fais, hein. Et la Trace OT, elle restait dans la voiture parce que à finir les rapports à 21h, j'ai pas envie de me mettre à faire une maquette à 22h. Moi, je dis rien. Voilà, c'est là où tu le faisais à l'envers. Moi, je faisais d'abord les maquettes et je faisais les rapports à 00h30 et je les envoyais aux clients à cette heure-là. Non, mais pour montrer au boss que je bossais, quoi. Faire de la maquette dans les chambres d'hôtel, j'ai fait. Bon, c'était mon métier à l'époque. Et c'est parce qu'on était en tournage à Perpète et on finissait les maquettes le soir dans la chambre d'hôtel avant le lendemain pour les tourner. C'était pour une pub pour FDJ. On était en train de faire des faux furets. On faisait du poil à poil pendant des plombes. On coupait des poils, les coller sur les faux furets. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le mec, il tripote le poil dans la chambre d'hôtel. Ok, ça fait pas mal sur le CV. Et jusqu'à 3h du matin, on se levait à 6h. On était complètement crevés, mais... C'était ouais, ça j'ai fait, mais c'est bon, c'est vrai que j'étais payé pour et tout, et mais faire de la maquette dans une chambre d'hôtel, j'en ai fait plus d'une fois. Effectivement, juste avant le tournage, faire les finitions, etc. Discrètement amener le truc et peindre. C'est mon collègue qui peignait à l'aérographe dans la chambre d'hôtel. Parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait qu'on speed et on n'avait pas de lieu, parce on tournait sur aux alentours de Marseille et on était à l'hôtel et il fallait qu'on finisse 2-3 trucs. Donc, lui, c'est l'aérographe dans la salle de bain. Alors, avec un petit carton et tout, hein, on était propre. On a rendu les chambres super nickel, il n'y avait aucun souci. Mais c'est quand même plus propre assez... qu'à l'arrivée. C'est le Formule 1. Ah non, première classe, fallait la chambre quand même. Ouais. Fallait la salle de bain dans la chambre. On était vraiment dans les hôtels en plus. Clairement, la production... Tu sors la Dremel, tout l'étage le sait. C'est... les salles de bain qui vibrent, tu sais. Qu'est-ce que vous faites? Bah, du poil par poil, là. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que repasser de Warhammer à Bandai avec pas que du Star Wars, je vois que j'ai aussi fait quelques kits, parce que désolé, hein, des fois, je me rappelle pas toujours ce que j'ai fait. Donc je suis en train de regarder sur mes listes, mais quand je suis repassé sur un petit peu de Gundam, ça faisait bien plaisir quand même. Les Gundam high grade, c'est simple, c'est rapide, tu peux faire ça rapidement. Ah mais de temps en temps, une petite maquette détente dite moderne, ça fait du bien entre deux vintage. Ah ouais, je suis pas contre, hein. Bon, c'est con, j'ai plus de vintage en ce moment en stock. Ah oui, non mais voilà. Mais toi, par exemple, j'ai quand même fait, alors du coup, je sais plus si c'était en 2022 ou fin 2021, mais j'étais quand même assez fier de mon TIE Fighter de la guilde minière inspiré de Star Wars Rebels. C'était cette année que tu l'as fait, il me semble. Oui. Bon, bah tu vois, parce que là, ça marque un an, donc bon. Ouais. Mais bon, on va dire que c'est pas trop loin, et j'en étais quand même assez content, parce que c'était aussi pour prouver qu'on pouvait utiliser un kit de Revel de Star Wars, et qui sont très bien, hein, les petits TIE Fighters alors je sais plus comment ils appellent ça, maintenant ils ont changé le nom. Mais pour moi, c'était les Zikit Pocket. Oui. Les TIE Fighter, de toute façon, c'est très simple. C'est pour moi le plus beau de la gamme Zikit Pocket et le plus gros qui était fait. En modèle kit, ils sont magnifiques aussi. Hein. J'ai fait les classiques et puis les First Order. Ils sont vraiment très sympas en tout petit aussi. Hein. Comment dirais-je, ceux de la nouvelle trilogie, ceux qui étaient avec du son et lumière, moi, je les trouve très bien. Voilà, c'est pas parce que c'est simple et que c'est monté en 5 minutes que c'est moche, loin de là. Et par contre, je finirai là-dessus parce que comme ça, on peut en faire plus dans une journée aussi. Aussi, ouais. Mais bon, c'est vrai que l'actualité Star Wars a quand même motivé chez moi la création ou la reprise de pas mal de kits. Je vois que j'avais fait aussi le Slave One, la petite de Revel, mais là, je pense que ça fait plus d'1 an. On dit vaisseau de Boba Fett maintenant, monsieur. Oui. Potato. Mais bon, le truc, c'est que par contre, on a effectivement quelques nouveautés qui arrivent. Il y en a 2 que j'attendais absolument pas de Revel, sincèrement. C'est le Mandalorien, je crois qu'il est au moins 8. Razor Crest. Non, la figurine, le personnage. Hein. Oui, mais le Razor Crest, ah bah non, tu l'as pas encore fait. Et non, je l'ai pas encore fait, non. Mais là, là, ça vient de sortir. C'est même pas une nouveauté de 2023, c'est vraiment la nouveauté de fin 2022. Ils ont sorti le Mandalorien. Et ils ont sorti assez étrangement gros goût, mais plus gros que le Mandalorien, quoi.
Et la boîte est énorme. Moi, quand j'ai vu les photos sur le net, je me dis, ça doit être tout petit. Mais non. Je l'ai vu à Euromaquette, la boîte est énorme. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le kit lui-même est énorme dedans? Ça, faut... En connaissant Revel, en fait, t'as 2 demi-grappes, ça fait 2 demi-sphères avec la tête et c'est fini, quoi. Non mais, ouais. On verra. En tout cas, il y a pas mal de choses qui se profilent sur 2023. Et avec quelques partenariats ici et là, je devrais pouvoir présenter des nouveautés. En plus de continuer à présenter des kits vintage. Et ça va être rigolo. Et d'ailleurs, j'ai hâte de vous présenter aussi des kits Heavy Metal Hellgame que j'ai complétés en compagnie de Doikim il y a pas très longtemps. Ça sera l'occasion de vous parler de cette série méconnue en France et qui est issue de l'univers de Mamoru Nagano, grand monsieur qui a fait Five Star Stories. Donc il y a plein de choses à dire et à raconter. Voilà. Et donc il est 15h30 exactement. Eh oui, pile poil. Donc conclusion du coup, rapidement. En un mot. Au revoir 2022, bonjour 2023. Ouais. En souhaitant plein de bonnes choses. Plein de projets. Et à demain du coup. À demain. À demain. Après-demain, les gars. Après-demain. Ouais. Oh, les soirées difficiles, ça c'est pas beau de vieillir. Non, je crois qu'on est plusieurs autour de ces caméras-là à s'être pris un bon coup de froid en fin d'année là et à espérer un début 2023 plus calme. Bah, c'est bon, il m'a fallu une semaine, c'est bon, maintenant ça y est, c'est sorti. Lénard. Moi Une semaine. Ouais. Joueur. J'en ai au moins pour un mois. Plus d'un mois que je suis malade et ça commence à bien faire. Mais bon, on va améliorer les choses, voilà. Oui. En tout cas, oui. merci à tous d'avoir fait ce petit bilan de l'année 2022 dans les réalisations qu'on a fait. C'est un plaisir. Merci à vous tous d'avoir regardé cette patate à vidéo tournée dans les conditions du direct. En direct. En conditions du direct. Dans les conditions du direct. J'espère que cette petite discussion sur le pouce levé vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est dans la section commentaires en n'oubliant pas que les jeux de mots, c'est la vie. Oui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à vous. Venez nous voir aussi. Venez nous voir. Voilà. Venez voir mes amis sur leur chaîne. Les liens sont dans la description et sur la vidéo. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Du coup, l'année prochaine, ça fera 8. Merci à tous de votre unité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. Je vous dis donc à l'année prochaine et à très bientôt, je l'espère, pour peut-être un vrai live, on sait jamais. Ah ouais, allez, on bientôt et bonne année à tous. Un vrai live. Ciao les gars. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année.